Bonjour à tous. Dans le Zoom cette semaine, il est question de la qualité de l'air dans le département. Qui mesure cet indice? À quelle fréquence? Et comment avoir accès à ces données? C'est ce que nous verrons juste après l'actu. Depuis le mardi 21 mars, l'espace départemental des solidarités de Champigny-Centre déménage au 4 avenue Daniel Casanova à Champigny-sur-Marne. Plus d'informations sur www.valdemarne.fr. Suite au diagnostic effectué en septembre 2016 à l'église Saint-Pierre de Chenevière, les archéologues du département avaient mis au jour une sépulture datant du XIIIe siècle. Une découverte singulière puisqu'elle a permis de trouver un crâne portant les signes d'une opération chirurgicale dentaire d'une qualité exceptionnelle pour l'époque. Retrouvez le sujet dans son intégralité sur tval.valdemarne.fr. AirParif est une association agréée par le ministère de l'Environnement pour surveiller la qualité de l'air, évaluer les risques et informer les autorités, les médias et les citoyens. Au total, une 60aine de stations sont installées dans toute l'Île-de-France. Reportage. Créé en 1979, AirParif est agréé par le ministère de l'Environnement pour surveiller la qualité de l'air grâce à différentes stations de mesure situées sur l'ensemble de l'Île-de-France. À Vitry-sur-Seine, Charlotte Songeur, ingénieure à AirParif, nous parle du processus. Il y a les stations de mesure qui vont nous permettre de mesurer certains polluants dans des endroits spécifiques avec des valeurs les plus justes possibles. En parallèle de ça, nous avons des systèmes de modélisation des phénomènes météorologiques et on va obtenir une cartographie sur l'ensemble de l'Île-de-France qui va permettre d'avoir les niveaux de pollution vraiment et le motif de la pollution. Dans certaines stations, on a différents types d'appareils qui mesurent différents types de polluants. Donc l'appareil il aspire l'air de l'atmosphère en fait. Les particules sont collectées sur le filtre qu'on voit ici et selon la noirceur de la tâche, les niveaux de pollution ils sont plus ou moins élevés. Informer est également une exigence primordiale. Chaque citoyen peut consulter les informations pour réduire son exposition à la pollution. Sur notre site internet, il y a avant tout des cartes sur l'ensemble de l'Île-de-France de la veille et des prévisions pour aujourd'hui et pour demain pour savoir si on est en épisode ou pas. Pour finir, nous avons développé une application itinéraire, AirParif itinéraire, qui permet en géolocalisant de savoir quelle est votre exposition, donc ici même en ce moment, ou pendant vos déplacements à vélo, à pied ou en courant. AirParif continue son action, surveiller, informer, mais surtout comprendre et ainsi améliorer la qualité de l'air. À présent, quelques dates à réserver, c'est dans votre agenda. Les 31e internationaux de gymnastique rythmique se tiendront samedi 25 et dimanche 26 mars au Palais Omnisport de Thiers. 25 pays sont attendus pour cette étape française. 2 compétitions en individuel et en ensemble, avec une quinzaine d'ensembles mondiaux venus confronter talent, grâce et technique pour un spectacle haut en couleur à réserver sur www.grandprixthiers.fr. Les samedis 1er et dimanche 2 avril, à pied, à roller ou en fauteuil, en équipe, en famille ou en solo, venez courir pour la paix dans le monde à Ivry ou à Vitry. Vivacita est un événement sportif qui se déroule chaque année, simultanément dans de nombreuses villes à travers le monde. Au programme, animation multisport, village des associations, course internationale de 12 km, course enfants ou en famille. Inscription avant le 29 mars sur www.fsgt94.org. Né d'une rencontre entre le chorégraphe Michael Sis et le talentueux danseur Sami Lovia Tapi, le spectacle À l'ombre de Corée vous invite à un étonnant voyage entre ombre et lumière, à l'instar de Corée, déesse grecque des enfers séjournant 6 mois sur Terre. Vendredi 31 mars à 20h30, la Grange d'Imière de Fresnes vous invite à un spectacle chorégraphique qui explore les mystères de l'illusion d'optique. Un splendide exercice de style où la danse contemporaine croise la vidéo, la musique live et les arts graphiques pour mieux nous enchanter. Sur la planète Clou, une catastrophe a mis fin à plusieurs formes de vie. Chargés de recueillir différents spécimens d'animaux et de végétaux pour repeupler leur planète, des émissaires escapés de Clou visitent la Terre. Un spectacle familial pour approcher la biodiversité urbaine autrement et un hommage rendu aux clowns comme remède poétique aux maux de notre temps à apprécier à Gare au Théâtre de Vitry-sur-Seine, mercredi 29 et jeudi 30 mars à 14h30. Que la planète Clou se repère.
Jeudi 30 mars, à Orly, présentation du film témoignage Victime pendant 5 ans. Un film réalisé par 3 jeunes du lycée des métiers Armand-Guillaumin à Orly pour sensibiliser au cyberharcèlement et au cybersexisme. Au collège comme au lycée, 3 filles et 2 garçons par classe sont victimes de cybersexisme. Des violences qui peuvent fortement entraver le bien-être des jeunes. La soirée débutera avec la présentation des résultats de l'enquête sur le cybersexisme menée dans 3 académies d'Île-de-France. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, rencontre avec l'artiste Kent du groupe Star Shooter, découverte archéologique expliquée par Djilali Hadjoui, paléo-anthropologue au service archéologie du département du Val-de-Marne et enfin, découverte du métier d'assistant familial. Valhebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Le temps passe mais pas le talent. Le chanteur Kent, résident du Val-de-Marne, a marqué le rock français avec son groupe Star Shooter et a sorti un nouvel album solo en février, La Grande Illusion. Nous l'avons rencontré à la librairie Honoré de Champigny-sur-Marne pour revenir sur son parcours qu'il n'aurait jamais imaginé petit. Le gamin, il s'imaginait être dessinateur de bande dessinée, voilà. Et puis adolescent, avec la puberté et puis les nerfs qui poussent en même temps que les testicules descendent, il a eu envie de faire du rock. Qu'à l'époque, faire du rock dans un lycée ou avec des potes à 16 ans dans la banlieue de Lyon et de se retrouver 3 ans plus tard numéro 1, je dirais, et puis représentant d'une nouvelle génération, c'est incroyable. Malgré un talent indéniable pour la musique, l'artiste ne s'y est pas restreint. D'autres choses se sont greffées autour parce que c'est des demandes que j'ai reçues d'un éditeur qui a voulu que j'écrive un roman, après on a voulu que je joue dans du cinéma, après on a voulu que j'écrive des chansons pour d'autres et tout ça. Et tout ça je le fais parce qu'on me propose, c'est des propositions, c'est un peu des défis. Plus connu pour ses musiques, Kent n'a pas fait du rock toute sa vie, il fait de la chanson française depuis 1991, La Grande Illusion dénote de ses derniers projets. Et les années précédentes, j'étais plutôt dans les purs, j'ai fait des tournées avec juste guitare et voix ou piano-voix. Et là, c'est à nouveau un album orchestré avec des rythmes plutôt rock et soutenus. Pour accompagner la sortie de l'album, Kent va faire une tournée à travers la France jusqu'au 28 avril. À l'église Saint-Pierre de Genevière, les archéologues du département ont fait une découverte extraordinaire. Dans une sépulture datant des années 1200, ils ont déterré un crâne pas comme les autres. Djilali Hadjoui, paléo-anthropologue au service archéologie du département, nous fait les présentations. C'est un individu adulte qui a entre 20 et 30 ans, qui a eu une pathologie assez sévère au niveau buccal, ce qui est assez révélateur dans ce crâne sans mandibule, c'est qu'il a révélé une intervention chirurgicale qui, pour la période, est assez exceptionnelle. Sur le côté droit, il y a eu une infection de l'ensemble du mur, ce qu'on appelle le mur alvéolaire. Cette infection allait toucher les dents incisives canines et prémolaires, et donc ils ont ouvert la gencive, ils ont ouvert ce découpage osseux pour extraire les dents probablement touchées par cette infection. J'ai présenté ce spécimen à des spécialistes de l'histoire dentaire et ils trouvent que c'est un travail pour le XIIIe siècle qui est assez exceptionnel vu le soin apporté au geste chirurgical. La datation de ce crâne au carbone 14 remet en cause notre vision de la médecine de cette époque du bas Moyen-Âge. Les dentistes de l'époque n'étaient pas du tout reconnus comme aujourd'hui. Avant 1699, c'est-à-dire dans la période qui nous concerne au Moyen-Âge, on les appelait quand même, entre guillemets, les charlatans. Mais le charlatanisme n'est pas comme la définition d'aujourd'hui. Le charlatanisme, c'est-à-dire qu'il a le savoir, mais sans le savoir universitaire. C'est-à-dire qu'Ambroise Paré, qui était le chirurgien du roi, avait démarré comme charlatan. C'était une définition qui se donnait, mais elle n'était pas péjorative pour l'époque. Donc, à la question de dire est-ce que le geste chirurgical de l'époque, il est exceptionnel chez les barbiers chirurgiens, il est exceptionnel et c'est vrai qu'on peut corriger l'histoire en disant ils étaient quand même assez compétents dans ce domaine avant même le corps des véritables chirurgiens dentistes.
Ce crâne intéresse déjà la Société d'histoire de l'art dentaire en France, qui viendra l'étudier et apporter un nouvel éclairage sur la médecine du Moyen-Âge. Chaque année, dans le Val-de-Marne, 2000 jeunes âgés de 5 jours à 21 ans sont confiés à l'aide sociale à l'enfance suite aux difficultés rencontrées par la famille. En fonction des besoins de chaque enfant et de la durée du placement, la famille d'accueil peut s'avérer un moyen plus adapté que l'accueil collectif pour accompagner ces enfants vers l'autonomie. C'est un métier un peu à part, je dirais, puisque du coup, il ne s'agit pas d'enfants qui vont repartir à 18h, mais bien de les accueillir sur un temps long, 24 heures sur 24, les accompagner. Mais c'est aussi pour les enfants qui y seront un moyen de pouvoir se poser dans une famille, d'être accompagnés dans la vie quotidienne et donc partager aussi les joies de la famille. C'est un très beau métier et c'est un métier qui relève aussi beaucoup de l'humain. Et je ne pense pas qu'on fait ce métier par hasard. En général, c'est une famille qui restera dans le cœur de l'enfant et du jeune. Suite à un parcours professionnel diversifié, Youssef Belouane est devenu assistant familial. Il reçoit un enfant depuis maintenant 3 ans. Toutes mes belles-sœurs, c'est des assistantes familiales. Et donc, je parlais avec eux. Donc, bon, ils me voyaient tout le temps, je m'amusais avec les enfants et tout. Et ils m'ont dit, on te voit bien dans ce métier. Ma femme, elle m'a soutenu, elle m'a dit, bah, écoute, vas-y, essaye. Et après, bon, donc, quand je suis rentré, je demandais mon agrément auprès du Conseil général de Val-de-Marne. Pour calculer le périmètre. Ça fait 12. Donc, ça fait 12. Si tu multiplies par 2, ça fait 24, c'est pas 16. Alors, pour devenir assistant ou assistante familiale, il y a 2 étapes. La première étape, c'est l'agrément qui est délivré par les services de PMI au sein du Conseil général de résidence. Donc cette étape d'agrément dure entre 4 et 6 mois, selon les textes légaux. Il s'agit d'une évaluation réalisée par un médecin et une assistante sociale, avec donc des entretiens du candidat seul, avec son conjoint ou sa conjointe, avec ses enfants, et des visites à domicile. Quand le candidat obtient l'agrément, la deuxième étape, c'est qu'il doit postuler dans un service employeur. Nous, au Conseil général du Val-de-Marne, on recrute actuellement des familles d'accueil. Rolande Arbez est une assistante familiale en fin de carrière. Sa passion, la petite enfance. Elle accueille son dernier nouveau-né, l'occasion de faire un retour d'expérience. Je les accueille quand ils sont vraiment tout petits. Et puis, je les amène avec leur histoire à accepter une autre famille, à adopter une autre famille, ou bien à aller vers leur famille biologique. Du coup, je suis un lien, je suis un pont entre 2 vies, entre 2 familles, la famille d'origine et la famille de vie, pour aller avec le sourire, avec un papa et une maman qui seront là pour longtemps. Pour le moment, tu parleras après, je sais que tu aimes parler. Se faire aider, c'est pas un concept facile, ça veut dire qu'on n'est pas tout puissant. Et ce qu'on apprend avec nos bébés, c'est qu'on n'est pas tout puissant. Nous avons une équipe solide et disponible qui nous permet de ne jamais être seuls. Alors, ces équipes sont composées à chaque fois d'un responsable, qui est souvent un chef de service socio-éducatif, une équipe administrative qui va être autour des aspects administratifs de l'assistante familiale, des travailleurs sociaux, assistantes sociales et éducateurs, et des psychologues. S'il y a une difficulté, comment pour moi, une chose que j'arrive pas à résoudre tout seul, je peux y aller au service sans avoir vraiment une crainte de dire, bah écoute, si je leur dis ça va pas, ils vont me dire, bah écoute, ça y est, arrête-toi. S'il y a quelque chose qui va pas, ou même vraiment le moindre soupçon de n'importe quelle difficulté, venez, nous, on est là pour ça. Donc ça m'a rassuré. L'assistant familial a un rôle primordial pour l'équilibre et le bien-être de l'enfant. Plus qu'un métier, c'est une vocation au service de l'adulte en devenir.